fait froid, très froid depuis 10 jours en France. On se calfeutre, on sort le moins possible, mais certains ne sont même pas à l'abri chez eux. Le chiffre est impressionnant, 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. En clair, ils n'ont pas assez d'argent pour se chauffer, du coup, ils grelottent. Des associations se mobilisent pour venir en aide à ces familles, comme Emmaüs, qui nous accueille ici dans la première communauté créée par l'Abbé Pierre en région parisienne. C'était en 1949. On vend ici, pour quelques euros, des vêtements chauds ou des jouets d'occasion pour les enfants. Mais le combat de l'abbé reste malheureusement d'actualité 10 ans après sa mort. Alors nous sommes allés à la rencontre de ceux qui se lèvent tôt, mais rarement au chaud. Des chômeurs, des retraités, mais aussi des salariés qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Les damnés du froid, c'est un reportage signé Sylvain Louvet, Bertrand Janot, Philippe Lanier et Oriane Bodin pour Capa TV. Au centre de la France, dans la Vienne, le village de Vivonne est paralysé par le froid. 3000 habitants vivent ici. Et ce soir, il fait -9 dehors. Maman va te faire chauffer ton eau. Nathalie vit seule avec ses 2 enfants. Je fais chauffer l'eau du bain pour le petit. Tous les soirs, Nathalie patiente devant ses casseroles. Ça fait combien de temps que c'est comme ça Depuis fin octobre. Cela fait 4 mois qu'elle vit sans eau chaude ni chauffage. On lui a coupé le gaz suite à une facture impayée de 1400 €. Depuis, c'est système D. Seule la cuisinière fonctionne. La gazinière, normalement, c'est gaz de ville. Donc j'ai changé pour pouvoir mettre une bouteille de gaz. C'est comme ça tous les jours. Pour la vaisselle, pour le ménage, pour nous laver. C'est un rituel. On va pas dire qu'on en prend l'habitude parce qu'on ne prend jamais l'habitude de ces mauvaises choses. Tu viens avec maman? Tu ouvres la porte? Attention, tu t'enlèves mon cœur. Maman, elle met l'eau. Dans la salle de bain, il fait 12 degrés. Youhou! Il faut faire vite. Ouais, heureusement, j'ai de la chance, c'est qu'il adore l'eau, donc on peut lui dire 50 fois par jour d'aller prendre un bain. Lui, pour lui, c'est que du bonheur, quoi. J'ai pas besoin de maman. Maman, mais regarde. Il a fallu arriver à 44 ans pour connaître cette galère-là. Tchoum! 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 Puis que je me dis, mon fils de 2 ans connaît déjà la misère à son âge, quoi. Là, mon chéri, l'eau, elle commence à être froide et tu vas avoir froid après. Hop, 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 hop. Vite, vite, vite. Le froid. Ben oui, je sais que t'as froid, mon amour. Waouh, il est beau, mon bébé. On va faire un gros dodo. En congé parental depuis 2 ans, Nathalie touche 600 € par mois. Seule la chambre de son fils est chauffée en permanence. Et qui c'est qui va faire dodo là encore ce soir? Moi. C'est maman. Maman, elle va faire dodo dans ton grand lit parce que dans la chambre à maman, il fait trop froid. Fais de beaux rêves. Je t'aime, mon amour. Oui. À demain. Et du coup, normalement, votre chambre, c'est où Moi, ma chambre est ici. Il fait extrêmement froid. C'est le... Ça caille. Franchement, je grelotte, même sous les couettes, je grelotte, donc non, c'est pas possible. Là, il doit faire, je sais pas, 6, 7, peut-être 8 degrés, et encore, je sais même pas. 8 degrés dans sa chambre, 14 dans le salon. Combien y a-t-il de Nathalie dans notre pays? Pour les rencontrer, nous avons traversé une France figée par le froid. Ils ne sont pas tous en grande précarité. Certains sont comme vous et nous, des familles, des retraités, des travailleurs. C'est votre voisine, votre mère, votre collègue. Pourquoi est-il devenu aussi difficile de se chauffer? Maison mal isolée, petit salaire, hausse spectaculaire des prix de l'énergie. Ils sont 12 millions, 1 Français sur 5, à souffrir du froid, chez eux. Une nouvelle pauvreté qui porte un nom, la précarité énergétique. La météo sur France Bleu Poitou, c'est plutôt très froid ce matin puisqu'il fait -6 degrés actuellement à Vivonne.
plus. Encore un matin gelé pour Nathalie. Et une journée qui commence mal. Sa voiture est en panne. La totale. C'est le démarreur et apparemment j'en aurais pour à peu près 200 €, grand maxi. Et moi 200 € aujourd'hui c'est impossible pour moi. Vite, il fait froid mon chaton. Vite, vite, vite. Jean-Michel, son voisin, a spontanément proposé de l'emmener à la crèche. Et voilà. Attention les mains. Heureusement qu'il existe encore des amis pour nous dépanner dans ces cas-là. Je peux pas la voir souffrir comme ça et laisser dans le froid avec un petit bout. C'est pas possible. Là, il va être trop chaud, là, à la crèche. Avant son congé parental, Nathalie était cuisinière dans un centre de loisirs. Elle a obtenu une place en crèche, 3 demi-journées par semaine, des jours de répit et de chaleur pour son fils. Nathalie, elle, va passer la journée au froid. Ah, putain, que ça caille. Le pas de la porte passé, elle a toujours le même réflexe. Vous éteignez? Oui, pour économiser un peu le gaz, donc le petit est à la crèche. Et je le rallumerai vers 15h, normalement 15h30, pour réchauffer un peu la pièce pour pas que le petit ait froid quand il va revenir de la crèche. Ça vous coûte cher là? Bah, c'est 25 € la bouteille de gaz et elle fait une semaine. Du gaz, devenu un produit de luxe. Nathalie ne peut compter que sur 2 convecteurs électriques qu'elle déplace d'une pièce à l'autre en fonction des urgences. Celui-là on le débranche pour le moment. Oui, pour le mettre dans la chambre à ma fille, parce que vu l'humidité, et je vois que ça moisit de partout. Une situation difficile dont sa fille préfère ne pas témoigner. Sans chauffage, l'humidité envahit toute la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement humide que là, tout le mur a moisi. Le sol est moisi, il y a de l'eau partout. Ça passe sous l'armoire de ma fille. Tu tombes trop bien, toi. Viens voir. Je suis en train de péter les plombs, là. C'est Jean-Michel, le voisin, qui vient de sonner. Il y a plein de flottes. Ah oui, je sais bien. Ah bah mince alors. Je vais péter un câble. C'est carrément les champignons. C'est pas bon du tout. La maison en location n'est pourtant pas si vieille. Elle date des années 70, mais ses constructions se dégradent vite. C'est au-dessus du garage. Un garage, cuisine. Il est pas isolé, c'est pour ça. Non, il n'est pas isolé. Il n'y a rien d'isolé, de toute façon. Il n'y a rien d'isolé. Un peu de moisissure, mais de lourdes conséquences. C'est que tout s'accumule et c'est... Tout. Non, c'est pas normal parce que j'ai pas demandé à ce qu'on me coupe ce gaz. Là, j'ai tout qui prend la flotte, les tapisseries, tout, c'est... Donc ça va être encore des frais en plus après par la suite parce qu'il va falloir tout refaire. Des travaux inenvisageables. Pour l'instant, il faut se débrouiller. Avec l'aide des amis, même pour la douche. Tous les jours, depuis le mois d'octobre, Nathalie vient se laver chez Jean-Michel et sa femme. Ah, il fait bon chez toi. C'est meilleur? Ah bah oui, hein, largement. Hein. Je vais squatter ta douche. Pas de problème, tu sais bien. Je sais. Ça, c'est pas grand-chose, hein. Non, mais non, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Tu connais le chemin, voilà. Ça fait du bien. Ouais, là, j'ai le sourire qui arrive, c'est que... Un moment de normalité pour Nathalie. 10 minutes de chaleur et d'oubli, arrachées à la réalité.
ça reste bloqué à -5, -4 pour les températures. À l'heure actuelle, nous avons -5 degrés, toujours sur la métropole lilloise. Nous sommes remontés vers le nord, jusqu'au village de Brême, dans le Pas-de-Calais. Dans cet hiver glacial, les plus précaires sont bien sûr les plus touchés. Nicolas a emménagé ici il y a 3 semaines, en urgence, avec sa femme Cathy. Et depuis 3 semaines, ils attendent que l'hiver s'éloigne. Nico, combien il fait? Le champ, il fait froid. Il fait 5 à 6 degrés. Oh, Le chauffage, je veux bien l'allumer, mais pas beaucoup, parce qu'on n'a déjà pas des masses. bah, je sais. Bah, un tout petit peu, on entend. Faut économiser, quoi. La nuit, pour dormir, on doit habiller, quoi. Et au matin, quand tu te lèves, la première chose, c'est t'allumes un tout petit peu le chauffage pour dire d'économiser. J'ai plus de revenus, j'ai plus de travail. Je me suis retrouvé SDF et aujourd'hui, je me retrouve dans le caravane. Nicolas était ouvrier agricole. Les grosses de Père Noir, ouais. Une perte d'emploi, un statut fragile d'auto-entrepreneur et c'est la chute. En 4 mois, le couple se retrouve à la rue. Avant d'être en caravane, j'étais dans ma voiture. Une voiture, -6, -7, on le sent passer. Hein. Dans la caravane, tu peux quand même aller te laver, manger, laver ton linge à la main. Il n'y a pas photo, ici, pour nous, c'est Club Med. Ce couple de trentenaires n'oubliera jamais ce mois de galère où ils n'avaient que leur voiture pour survivre. Les nuits glacées, les morsures du gel, une descente aux enfers qui a laissé des traces. Donc, on prenait la couverture. Malgré, comme vous pouvez voir, c'est vraiment fort fin. Pour se chauffer, je mettais le chauffage à fond. Tac. Je laissais chauffer 2 heures. Et quand nous avons tellement froid, parce qu'il faut savoir qu'on économise quand même le gasoil, je prenais ma petite bonbonne bleue. Alors, je prenais la couverture, on mettait comme ça, la plupart du temps, on le bloquait, on l'allumait. C'est pas dangereux de mettre une bouteille dans le... Bah si, c'est dangereux, ça n'a jamais été recommandé, mais j'ai pas le choix. C'est un instinct de survie. Si je fais pas ça, je meurs. Pourquoi vous n'allez pas vous réchauffer en ville, dans les centres commerciaux? Parce que j'avais honte de m'afficher. J'avais honte. Honte de se faire voir parce qu'on était sale. On était connus, quoi. On voulait pas qu'ils disent, bah regardez, ils sont SDF. On a caché tout, quoi. Moi, je me rappelle, il y a une personne qui était venue nous voir, discuter avec nous au lockdown, et ce monsieur m'a dit « Mais vous avez une odeur sur vous ?» Je me suis trouvé gêné quand il m'a dit ça. Donc j'ai dit « Monsieur, oui, je sens. Je ne me suis pas lavé, ça fait 5 jours, mais je dis « J'ai plus rien, je suis SDF. » Alors. Et ça t'a fait mal parce que t'as même pleuré. Cette ville, où ils ne voulaient pas se montrer, Nicolas et Cathy y ont pourtant trouvé depuis des soutiens. Les associations caritatives, mais aussi les commerçants du coin. Désormais, ils ont par exemple droit gratuitement à leur pain quotidien. Jean-Lame. Bonjour, monsieur Roy. Le statut d'auto-entrepreneur de Nicolas, les petits commerçants s'y reconnaissent tous. La baguette parisienne. Merci. Et je vous ai mis un pain complet. C'est cool. Ça, franchement, excellente. Hein. Monsieur Rose, il est comme nous. Enfin, lui aussi, ça peut nous arriver. On est en entreprise individuelle. Donc, entreprise individuelle dit pas de fiche de paye. Donc, pas de fiche de paye, pas de chômage. Donc, après, si nous, on n'a plus rien, pareil, la maison, on est en location. On ne peut pas payer le loyer. Donc, automatiquement, on se retrouve comme monsieur Rose. On n'a plus rien. C'est dommage qu'on n'ait pas protégé par une loi quand même, quoi. Dire qu'on puisse toucher quelque chose. Tu touches rien comme ça. Ben non, il n'y a rien. Alors qu'il y en a, ils ont le RSA, ils en profitent bien, quoi. Merci, au revoir, bon courage. Au revoir. L'histoire de ce couple sans abri, toute la région la connaît grâce aux réseaux sociaux. Il y a un mois, Nicolas et Cathy se sont résolus à poster un appel à l'aide sur Facebook. Un appel entendu au-delà de leurs espérances. Cette caravane, c'est un internaute qui leur prête gratuitement après avoir lu leur message. Bonsoir à tous. Cela fait un mois que je suis SDF avec ma femme et mon chien. Nous vivons dans notre voiture, nous n'avons aucun revenu comme RSA ACDIC.
Je vais au restaurant du cœur, je vais chez des amis pour me laver. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Merci à tous ceux qui nous aident. Ça a été un élan de générosité jusqu'à 3 h du matin. Jusqu'à 3 h du matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, le lendemain, jusqu'à aujourd'hui. De l'argent pour acheter un portable, beaucoup de nourriture et surtout, de quoi affronter le froid. Voilà, tout ce que j'ai eu au niveau des dons. Une solidarité 2.0 qui a sorti le couple de la rue. Des retraités qui m'ont acheté un bon manteau. Je le mets quand il y a beaucoup de personnes qui m'invitent à manger, tout partout. Donc j'en prends vraiment soin. Nous avons eu des couvertures comme ça, assez épaisses, quoi. Alors j'ai eu des t-shirts, parce que je n'avais plus. Des pantalons, ben, j'en ai eu plein. Alors que t'en restais un ou deux et quoi. Et une veste qui tient chaud. Et en dessous, j'ai un pull. Un pull polaire, quoi. Ouais. Et vous aviez quoi avant? Avant, j'avais rien sur moi, quoi. Il me manquait rien, quoi. Voilà. Même si la situation s'est un peu améliorée, le quotidien reste précaire, à ne pouvoir compter que sur la solidarité. Ce soir, c'est un restaurateur du quartier qui vient les soutenir. Pas bouger. Ah, service Salut Nicolas, ça va? Ouais, vas-y. Tiens. Ça va nous tenir chaud au cœur. Et voilà Nico. Ouais, sérieux, toute chaude. Regardez ça, les belles pizzas. Tout ce que j'aime. Allez. 2 pizzas offertes, un dîner de roi pour Nicolas et Cathy. Bon appétit. Des SDF, ce petit patron n'imaginait pas en rencontrer à 2 pas de son commerce. Vous les voyez à la télé, vous réagissez pas pareil. Quand vous les voyez en face, quand vous voyez vraiment la misère qui est en face de vous, on peut pas être insensible à ce genre de choses. Merci beaucoup. Nous, ça nous touche. Mais pour nous, c'est énorme. Ça faisait longtemps que... On a tout perdu, quoi. On a tout perdu, et puis retrouver le goût d'une pizza, ça nous fait Ouais. plaisir, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Merci du fond du cœur. Bonne soirée. Et merci à toi. Bon retour. Salut. Merci. Ouais. Ça glisse. Derrière la détresse de Nicolas, la nostalgie de la vie d'avant. La brigade, quoi. Et la serveuse. Et un peu d'amertume à l'égard des politiques qui ne trouvent pas de solution pour ceux qui, comme lui, ont perdu pied. Là, t'étais fier. Ouais, j'étais fière. Madame, depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais voté de ma vie. Monsieur le Président, les élus, les ministres, le tralala, ils devraient se dire, ben oui, c'est vrai, il y a des Français dehors. On a des logements, il y a combien de logements en France qui sont vides? Combien? Il y en a énorme. Quand il y aura une loi pour les SDF, t'es dehors, tac, au bout d'une semaine, t'as une maison. Là, j'irai voter, mais pour le moment, j'irai pas. Ne plus compter sur l'État, mais plutôt sur les autres. Pour aider à supporter cette misère, les Français se montrent d'une solidarité parfois étonnante. Pour en prendre la mesure, nous sommes repartis sur les routes. Il fait froid partout en Auvergne. Les chaudières qui tournent à plein régime aujourd'hui encore dans la région. Moins 7 degrés ce matin. À Montluçon, quelques bénévoles ont décidé d'apporter un peu de chaleur à ceux qui n'en ont plus, grâce au bois offert par la municipalité. Mohamed, tu peux venir. Michel Garnier est le responsable des Jardins du Cœur, une émanation des restos du même nom. Sur le moment, quand on a eu l'idée, on se disait mais peut-être qu'on rêve, il n'y a peut-être pas besoin. Et très rapidement, les assistantes sociales nous ont dit on est là, à vue de nez, on a 80 familles qui auraient besoin. Dans cette camionnette, Bonjour. Bonjour. Manu, un retraité qui a fait 70 km pour récupérer son bois. Pas trop long la route? Non, ça va. Vous avez trouvé un beau camion là. Ah bah c'est celui de mon voisin. Hein. On va pouvoir charger. Au départ, je me sentais mal à l'aise d'y aller. Mais bon, encore heureux que j'arrive à me trouver du bois, ça va bien me dépanner quand même. Ça va me permettre de pouvoir finir au moins l'hiver. Allez, un autographe. Oh bah oui, madame. Putain, j'ai trop d'eau. Hein. Dans l'Allier, 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 2 points de plus que le reste de la France. Allez, c'est parti. Allez.
Alors en ce moment, Michel et son équipe livrent du bois plusieurs fois par jour. Salut à toi. Bonjour. Renée a 64 ans. Elle vit avec son fils Steven dans ce petit pavillon situé à une dizaine de kilomètres de Montluçon. Depuis 2 ans, cette ancienne ouvrière ne se chauffe plus qu'au bois. Elle attendait avec impatience cette livraison. Là, je finissais mes derniers morceaux. Il n'y a pas d'autre chauffage que le bois ici? Si, j'ai électricité, mais... Enfin, moi, j'appelle même pas ça des radiateurs, j'appelle ça des clés de pain. Donc c'est pour ça que vous êtes au bois? Voilà. Parce que sinon le budget ne passe plus. Ah bah non, je peux me remettre avec ma petite retraite. Non, faut pas vous mettre à la retraite, hein, parce que vous touchez rien du tout. Auparavant, Renée n'utilisait que ses grille-pains. Résultat, une maison froide et un compte en banque en surchauffe. Ah oui, ça c'est quand je m'étais retrouvée avec la facture de 1300 €, vous voyez. Je les ai appelés, je dis c'est pas possible, je peux pas vous payer 1300 € directement. Il faut me faire des échéances parce que j'arriverai jamais à payer tout. Hein. Vous gagnez combien aujourd'hui? Je suis à 900 €. Quand j'ai fait le calcul, j'ai regardé, j'ai dit ouais, bah vraiment c'est... J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et pour en arriver à gagner vraiment une misère, c'est une misère. Hein. Et après, quand j'ai réussi à avoir du bois, mes factures ont quand même énormément baissé. Hein. Je suis passé à 64 € quand même, tous les mois. S'il n'y avait pas ce type d'initiative, vous pensez que vous arriveriez à vous payer le bois? Non, pas du tout. Non? Non. Une situation tellement ordinaire qu'elle devient difficile à supporter pour les bénévoles comme Mimi. De plus en plus, il y a une précarité chez presque tout le monde, quoi, je veux dire. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, c'est vrai que j'arrive plus à supporter ça, quoi, je veux dire. Vous avez la rime. Parce que je supporte plus qu'il y ait des gens qui peuvent pas y arriver. Qu'est-ce que je peux faire, moi? À part faire du bénévolat, c'est tout ce que je peux faire, quoi. Je peux rien faire d'autre, hein, je sais pas. Ouais. Et à la prochaine. Ouais. Allez, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. La tournée continue. Ce jour-là, il reste encore une dernière famille à livrer. Une maman seule. Bonjour madame. Avec ses 3 enfants dans une maison mal isolée. Vous n'avez pas trop attendu? Non, quand c'est pour des dons comme ça, on est toujours patient. Parce que ça représente un budget important pour vous? Colossal. Ah oui? Ah oui, c'est un très gros budget de chauffage. Ça amène à vers 3 500 € par an. Par an? Ouais. Effectivement, c'est un budget hyper important. Oui. Bah, c'est le plus gros budget du foyer en fait. Une fortune pour Alexandra qui gagne à peine 1 000 € entre les allocations et son salaire d'accompagnatrice de bus scolaire. Alors pour offrir de la chaleur toute l'année à ses enfants, Alexandra doit tirer un trait sur tout le reste. Vous profitez pas comme vous voulez? Ah non, ça fait... Bah, mon petit a 4 ans et il n'a jamais vu la mer. Des choses comme ça, c'est triste. Il y a plein de vie. Oui. Voilà. Ces enfants, on aimerait leur offrir la lune, si c'était possible aux enfants. Un jour. La précarité énergétique est une précarité qui ne se voit pas. Une souffrance que l'on garde pour soi. Voilà. C'est compliqué d'en parler. Mais c'est un sujet que vous abordez pas du tout avec vos voisins. Pourquoi? Je sais pas l'envie que les gens le sachent. Moi, ça me rend un peu triste parce que avant ça ne faisait pas pareil. On pouvait un peu plus se chauffer et par rapport à maintenant, bah, ça coûte plus cher et du coup, bah, c'est pas pareil.
Il y a de nombreuses années, on parlait de la précarité alimentaire avec l'action des Restos du Cœur, mais la précarité énergétique, elle est bien présente maintenant, mais on en a moins parlé, et pourtant, elle est tout aussi inconfortable quand vraiment on n'arrive pas à chauffer son foyer, on n'arrive pas à vivre à l'aise dedans. J'ai l'impression que c'est une sorte de nouvelle précarité. Aujourd'hui, pour faire quelques économies, seule la cheminée chauffera la maison. Cette nuit, chez Alexandra, la température descendra à 12 degrés. Comment en est-on arrivé à de telles factures de chauffage? L'UFC Que Choisir étudie l'augmentation du coût de l'énergie et au fil des ans, elle est devenue considérable. On constate sur l'électricité et sur le gaz qu'il y a effectivement une augmentation depuis 2008 d'environ 20% sur le gaz et de 35% sur l'électricité, sur la facture des ménages et essentiellement sur la facture des ménages qui se chauffent soit à l'électricité soit au gaz. C'est beaucoup ça. C'est énorme. Il faut savoir que sur cette période-là, l'inflation est de l'ordre de 8 à 10%. Donc on a bien au-delà de l'inflation, ça représente 300 € d'augmentation. Environ. Sur quelqu'un qui se chauffe au gaz, ça fait entre 180 et 200 € de plus sur la période. En cause, la hausse des cours mondiaux du gaz et du fioul importés par la France et les investissements que nécessite la production d'électricité. L'entretien des centrales, notamment nucléaires, et des réseaux d'acheminement électrique. La difficulté qui va se poser dans les années à venir, c'est que cette évolution de prix va petit à petit finalement intégrer des ménages qui étaient en capacité de payer leurs factures, vont avoir de plus en plus de difficultés. D'où l'enjeu aujourd'hui de ne prêter le mal à la racine, c'est-à-dire le bâti, l'isolation du bâti. Mais des fois, ils n'ont pas la possibilité, tout simplement parce qu'ils sont en location et que la difficulté aujourd'hui qu'on a dans le bâti, c'est que le bailleur, ne payant pas la facture d'énergie, n'est pas incité à faire des travaux de rénovation énergétique. C'est le locataire qui paye la facture. Et le locataire n'a pas à faire les travaux de rénovation énergétique puisqu'il ne sait pas s'il va en bénéficier longtemps. En France, 2/3 des habitations, soit 20 millions de logements, sont considérés comme des passoires thermiques. Nous partons pour l'est de la France. Vous avez sur les thermomètres strasbourgeois moins 7 degrés, moins 9 à En Alsace, plus d'un foyer sur 4 est touché par la précarité énergétique. Le froid frappe en pleine ville et parfois aux portes d'un immeuble tout entier. Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Cette résidence date des années 80, une construction moderne, pourtant à tous les étages, les locataires se gèlent. La famille d'Inès habite au premier. Donc ça, c'est la pièce principale. Donc le chauffage, là, il est donc sur un thermostat normal. Donc qui devrait chauffer, donc il est sur thermostat 3. Donc ça devrait faire à peu près 18 degrés sur un thermostat 3. Donc il est effectivement, le voyant est vert. Donc il est censé être allumé, il est censé être chaud. Pourtant, il est froid. Maintenant, si je veux avoir de la chaleur, je suis obligée de le mettre sur 6. Et ça veut dire quoi, sur 6 ? Ça veut dire que c'est sur consommation. Avec un radiateur capricieux et moins 9 degrés à l'extérieur ce jour-là, le froid s'infiltre partout. Mais Inès sait comment dompter cet invité encombrant. Qu'est-ce que vous faites là ? Donc là, je ferme les volets pour garder la chaleur, puisque à partir de 16h30, le froid commence à rentrer. Ça permet de garder la chaleur. Donc je mets mon petit gilet aussi pour éviter de trop remonter le chauffage. Inès vit avec 2 de ses 4 enfants. Elle a perdu son travail et son mari enchaîne les missions d'intérim. Il touche entre 900 et 1300 € par mois. Entre se chauffer et aller au supermarché, il a fallu choisir. J'ai que les Restos du Cœur pour faire mes courses. Donc ils donnent beaucoup de conserves. Donc c'est pratique pour le repas. Ils donnent, ça c'était gratuit par exemple. Une confiture, là j'ai eu aussi de la lessive. Et donc avec ça, effectivement, on se débrouille, quoi. Jusqu'à présent, Inès a toujours voulu honorer ses factures d'électricité. Mais les retards s'accumulent. Nous avons donc un impayé à ce jour de 485 €. Mais en sachant que malgré cet impayé, il faut quand même payer tous les mois 148 € de prélèvement, en plus de cet impayé.
Inès a bien reçu un bon de chauffage de 120 € de la part de la mairie. Mais elle n'a droit à aucune autre aide. Les revenus de la famille sont juste au-dessus des barèmes pour avoir droit aux tarifs sociaux des fournisseurs d'électricité. On fait partie des gens qui ont quand même un revenu. Donc pour avoir la moindre aide, il y a 2 mois d'attente, 2 à 3 mois d'attente, parce qu'il y a des dossiers à faire, il y a des commissions d'attribution. Il y a les ressources. Si vous dépassez les 500 ou 600 € de revenus, vous ne pouvez rien avoir. On ne vous donne rien. Dans tout l'immeuble, l'histoire se répète. Des familles en difficulté, mais surtout soumises au bon vouloir du bailleur social. L'immeuble est un HLM non conventionné. Ni les loyers, ni l'entretien, comme le chauffage, ne sont réglementés. On a le même problème. Hein. Les appartements, c'est du chauffage électrique, c'est mal isolé. Et comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de volets qui sont quand même fermés. Pourquoi, on ferme pour éviter de faire rentrer le froid. Au 2e étage de cet immeuble plein de courants d'air habite sa sœur, Janine. Ouais, ça va, viens, rentre. Elle aussi en a ras-le-bol. Voilà. 4 pages à remplir, je crois que je vais l'éclater. Et comme je suis quelqu'un qui aime s'éclater, on va le faire. Prends un stylo rouge. Elle compte bien le faire savoir dans l'enquête de satisfaction que le bailleur vient tout juste de lui envoyer. Concernant le fonctionnement et l'état des équipements de votre logement. Alors, du chauffage, très insatisfait. Son bailleur refuse de remplacer ses radiateurs. Et donc, il y a un liquide dedans. Et là, actuellement, j'ai un petit bol en dessous parce que j'ai le liquide qui coule du radiateur. Et c'est hyper dangereux. C'est comme si on mettait de l'antigel. C'est exactement pareil. Et donc, si on en a après les mains, ou si les animaux, moi j'ai un chat, il le boit, il peut en mourir. Mais on ne nous le change pas. Et ça fait 2 ans que je me bats. Et on ne parle pas des fenêtres. Comme vous pouvez voir, moi j'ai une fissure là. Et toutes ces fenêtres, là c'est rouillé. Ici, j'ai le froid qui passe. Et quand on ouvre, ou même quand c'est fermé, moi j'ai le passage d'air. Et ils ne les changent pas. Au rez-de-chaussée, c'est encore pire. Janine nous emmène voir sa voisine de 80 ans. Bonsoir. Comment ça va en ce moment avec votre chauffage? J'économise comme je peux, donc je dors au salon. L'appartement de Colette est un vrai frigo. Il ne faut pas trop regarder parce que c'était pas prévu. Vous voyez, c'est là normalement ma chambre. Et j'ai que le petit radiateur, mais je ne l'ai même pas allumé. Ces 1 000 € de retraite ne lui permettent pas de chauffer toutes les pièces. Je n'ai pas allumé du tout. Elle a donc migré au salon. Et je dors là. Mais ici aussi, le froid s'infiltre partout. C'est pareil, l'air entre. C'est pareil des 2 côtés. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je m'arrange comme ça. Déjà, les loyers sont exorbitants pour ce que c'est. Alors, des gens comme ça, mais moi je trouve pas ça humain, c'est inhumain. Au bout d'un moment, au XXIe siècle, il faut réagir. Nous avons contacté le bailleur de l'immeuble. Il se dit conscient des problèmes et promet de tenir compte des plaintes des locataires. Heureusement, en plein cœur de l'hiver, l'horizon s'éclaircit parfois. Le petit village de La Broque est situé au pied des Vosges. Les maisons sont anciennes, certaines encaissées. Le vent glacial s'y engouffre, le soleil, lui, n'y vient jamais. Chez Madi, il fait à peine 10 degrés. Mais voilà. Enfin ça, l'autre fois il faisait tellement froid ici que, en plus il s'était éteint la nuit, j'ai pris mon café avec ça sur la tête. Faut le faire quand même. On n'est pas chez les Russes, hein, dans la toundra. Cette retraitée de 70 ans a acheté cette maison il y a 2 ans. Vous avez fini? Vous êtes content? Mais elle n'a pas réalisé qu'elle était en si mauvais état. Les murs transpirent de froid, s'effritent, rien ne tient accroché, et Madi grelotte. Tapez pas la chenouf, hein, vous, parce que c'est pas dans le caca. Madi se chauffe au pétrole et au bois, quand il reste un peu d'argent à la fin du mois sur ses 1 100 € de retraite. Rien n'y fait, l'odeur du pétrole et de l'humidité est entêtante, la chaleur inexistante. Une blouse, un pull, un autre pull, ça,
Un t-shirt à la chemise le jour. Vous avez 8 épaisseurs. Voilà. Ça fait bête, ça fait grossir, mais à mon âge, de toute façon, je ne tiens pas à plaire à quelqu'un, je tiens à avoir chaud. La vie de Madi, faite de sacrifices, devrait bientôt changer. L'association Solia, Solidarité pour l'habitat, va l'aider à rénover sa maison. 56 000 € de travaux pour isoler les fenêtres, les portes, refaire le toit. Bonjour Madame Dubois. Voilà, on revient pour faire un peu le point avec Monsieur Simonin, de façon à vraiment prioriser les travaux liés à l'énergie, mais façon à ce qu'on puisse faire le projet global, y compris les problèmes liés à la sécurité, à l'électricité, etc. Et puis bien sûr régler votre problème de mobilité. Voilà. Madi a des problèmes pour marcher. Le froid et l'humidité la fragilisent un peu plus. L'association va trouver les entreprises de rénovation et les fonds pour financer les travaux. Regardez les gouttes d'eau là qui perlent là-haut. Ça entraîne, on va dire, des problèmes après moisissure, de champignons qui sont mauvais en plus pour la santé. Pour la santé, pour le système respiratoire. Les moisissures colonisent toute la pièce. Mais si tout va bien, grâce aux subventions, Madi n'aura rien à payer. On va essayer de faire au mieux. Voilà, pour que Madame Dubois passe encore de belles années là, voilà, dans un logement quand même décent et confortable. Chez Madi, les travaux devraient démarrer dans les prochaines semaines. Dans un an, elle passera enfin l'hiver au chaud. Le maire de Brême a mis en contact Nicolas et Cathy, le couple de la caravane, avec la propriétaire d'un logement. Ils pourraient emménager dès le début du mois de février. Le maire s'est aussi engagé à prendre en charge la moitié du loyer et à aider Nicolas à trouver un emploi. Si vous voulez, vous aussi, aider ou contacter une des familles de notre reportage, rendez-vous sur la page Facebook d'Envoyé Spécial. Jean-Pierre Boudard est avec nous sur le plateau d'Envoyé Spécial. Bonsoir, merci vraiment d'être ici. Votre parcours est plutôt étonnant parce que vous aussi, vous avez connu la rue alors que vous n'aviez que 17 ans. SDF sans revenu, vous en êtes sorti parce que tout simplement 3 étudiants vous ont tendu la main à ce moment-là et hébergé dans une chambre avec chauffage. Je sais que ce détail est extrêmement important pour vous, vous insistez toujours là-dessus. Aujourd'hui, vous avez réussi dans la vie, comme on dit. Vous êtes le patron de 6 agences immobilières dans la région lilloise et depuis 15 ans, c'est vous qui tendez la main. Racontez-nous ce que vous avez mis en place. J'ai simplement acheté à un moment donné 2 immeubles côté pas loin de chez moi et donc je cherchais en fin de compte à m'installer pour créer 2 nouvelles agences et il s'est trouvé que dans cet immeuble il y avait des chambres, il y avait des gens qui dormaient là mais c'était très insalubre. Et puis j'en ai discuté avec mon épouse et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on transforme ces chambres en appartements ou est-ce qu'on les garde? Et puis voilà, puis je me suis quand même souvenu que moi-même j'avais été à la rue pendant quelques mois et que je sais ce que c'est de dormir à la gare, dans une voiture, sous un carton et ainsi de suite. J'ai décidé de les garder. Vous avez tout rénové. Et rénover, voilà, surtout. Vous avez tout rénové. Surtout, j'ai fait des règles de vie. Et alors, depuis, vous accueillez combien de personnes et justement, quelles sont ces règles de vie? Il y a une vingtaine de personnes et les règles de vie, c'est surtout la propreté. C'est très important ça pour vous. Moi, quand j'étais jeune et quand je me suis retrouvé à la rue, à 17 ans, et j'avais la chance de ne pas être... je ne me droguais pas, je ne buvais pas. Par contre, j'étais maniaque. Donc, j'allais laver, je me souviens, c'était rue Jules Guesde, il y avait un lavomatique. Je rentrais dans le lavomatique, je me déshabillais. Je lavais mon linge, je gardais mon caleçon. De temps en temps, la police allait me chercher parce que bon, c'était interdit. Et puis, quand ça n'arrivait pas, je me rhabillais, je lavais mon caleçon et ainsi de suite. Donc, J'ai toujours été maniaque. Vous imposez ces règles de propreté, au SDF. Et de respect. Et de respect aux SDF que vous accueillez dans ces 2 immeubles. Et vous leur demandez aussi de payer une somme modique, de participer au loyer. Pourquoi c'est important? S'ils ne participent pas, s'ils n'existent pas, je veux dire, ils retrouvent un logement. Moi, quand je les reçois, quand j'ai une chambre qui se libère, on discute pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je lui pose beaucoup de questions, à savoir s'il se drogue, s'il fume, s'il a des défauts énormes, s'il a des problèmes psychologiques. Il faut que je sache, parce que je ne suis pas un imam médicalisé, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et quand tout se passe bien, pouf, hop, je le mets dans la chambre et je lui donne les règles.
c'est dans la rue ou dedans. Alors vous avez, j'ai envie de dire, une sacrée expérience parce que ça fait 15 ans que vous louez, entre guillemets, ces chambres à des SDF. Est-ce que c'est suffisant d'avoir une chambre pour s'en sortir quand on est SDF? Bien sûr que non. Non. Il faut bien plus que ça. Il faut un énorme suivi psychologique et psychiatrique parce que souvent, quand vous avez dormi pendant des années, moi ça n'a pas été mon cas, j'ai passé peut-être 8-9 mois dans la rue, mais j'ai rencontré des gens, là, le fils d'un médecin, lui a passé 10 ans pratiquement dans la rue, j'en ai un qui a passé une douzaine d'années dans sa voiture, voire plus. Ils perdent de pied ces gens-là. Enfin, ce sont des gens qui sont pas méchants du tout, mais ils perdent de pied. Soit c'est un divorce qui s'est mal passé. Les accidents de la vie, comme on dit. Les accidents de la vie, exactement. Et ça peut arriver à tout le monde. Et ils ont besoin d'une main tendue. Moi, je suis là pour tendre la main parce que c'est autour de chez moi. Voilà, je fais à ma façon à moi et j'essaie d'aider et de rendre ce qu'on m'a donné. Franchement, est-ce que beaucoup d'entre eux ont retrouvé une vie normale? Très peu, honnêtement. Réellement? Très peu, oui. Sur une vingtaine de personnes que j'ai dans les immeubles, je peux aller 5-6 personnes, pas plus. Mais c'est très agréable parce que évidemment, je les recroise. Je me souviens de Monsieur Starr, pour pas le citer, il a un fils, il a trouvé un boulot, il a dormi chez moi pendant 2-3 ans, il a trouvé un boulot dans une usine, il travaillait la nuit, et puis il a été embauché. Et puis au bout de 3 ans, il m'a dit, Jean-Pierre, je vais partir. J'ai trouvé un F3, donc il a un salaire, il peut prendre son fils à domicile, et ça c'est une vraie joie. Vous avez décidé de vous occuper de ces SDF depuis 15 ans parce que vous-même vous avez été dans la rue depuis 6 mois. Pourtant, vous détestez qu'on dise de vous que vous êtes un héros. Ah ouais, je suis loin d'être un héros. Hein. J'ai aussi des défauts, naturellement. Moi, ce que je retiens là-dessus, c'est... Je trouve qu'on manque d'humanité. On est dans un monde qui est extrêmement cruel et on a des très mauvais politiques. Voilà. Parce que j'allais dire... C'est pas à nous à faire ça. J'allais dire ça. Votre action, ça montre aussi l'absence des institutions. Exactement. On voit qu'on s'occupe du Téléthon, des restaurants du cœur. Il y a plein de choses qui se passent et pour les SDF, il se passe absolument rien du tout. Il faudrait créer une émission nationale avec un parrain. Moi, je cite souvent, excusez-moi de le dire, Jamel Debbouze parce que je l'aime bien, et surtout Danny Boone. Danny Boone qui est du nord de la France, qui sait ce que c'est, vécu dans un HLM. Donc vous lancez un appel pour qu'il fasse un vrai téléthon parrain, pour les SDF. Exactement. Et récupérer de l'argent, acheter éventuellement des immeubles, loger tous ces gens, mais pas que ça. Un suivi psychologique et psychiatrique, c'est très important. Et ensuite faire des ateliers de travail. Merci à vous, Jean-Pierre Boudard. C'était un plaisir. On va maintenant...